l'actualité ce soir, la Citaraï renouvelle sa convention d'exploitation du chemin de fer Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Au terme des accords, la société s'engage sur fonds propres à réhabiliter le réseau ferroviaire entre les deux pays. Combien tout cela va coûter et quelle sera la contrepartie des deux pays et surtout quelle amélioration va-t-elle apporter au transport ferroviaire? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré est mis face à son histoire politico-militaire depuis 1983 à 2015. Les avocats des partis civils n'ont pas ménagé le général en le qualifiant d'expérimenter des coups d'État, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, ce cri de cœur, il faut sauver la vieille mosquée de Niamini au secteur 4 de Kombisiri. L'édifice érigé au 19e siècle a subi les effets du temps, mais ce trésor est à l'abandon et il faut bien faire quelque chose. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le Burkina Faso très engagé dans les solutions pour la sécurité alimentaire. Le gouvernement multiplie les initiatives dans ce sens et ce matin, le chef du gouvernement a rencontré le conseiller principal du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial pour les pays du Sahel. Une rencontre pour discuter des questions avec ce haut représentant du PAM. Déjà, le PAM conduit des programmes dans le pays et pour Greskam Barrett, c'est le conseiller en question, il est important de mettre l'accent sur leur coordination. Explication, Lassina Ouattara, Abdelaziz Yadibou. Mais dans la main pour mieux faire face à l'insécurité alimentaire au Burkina. Face aux chocs climatiques et socio-économiques, le ministère en charge de l'agriculture et le Programme alimentaire mondial PAM mènent en partenariat des activités en vue de renforcer la résilience des populations burkinabées. Un partenariat dont la consolidation fait ici l'objet d'échanges entre le Premier ministre Paul Kabatieba et le conseiller principal du directeur exécutif du PAM pour les pays du Sahel. Ce que j'ai discuté aujourd'hui avec Monsieur le Premier ministre, c'était sur la collaboration et comment est-ce qu'on peut communiquer ensemble sur le travail qu'on fait, non, pas seulement au niveau du PAM, du Programme alimentaire mondial, mais aussi avec les autres agences des Nations Unies et aussi avec les autres partenaires, les ONG, les différents ministères, les différents organes gouvernementaux. Comment est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble, pas seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la résilience. On ne peut pas avoir la sécurité sans la sécurité alimentaire. Les deux doivent aller ensemble. Nous serons là à chaque étape de ce processus pour assurer que les communautés peuvent être résilientes eux-mêmes. Afin d'atteindre l'objectif fin zéro à l'horizon 2030, le PAM et ses partenaires envisagent dans leur zone d'intervention au Burkina plus d'actions dans la concertation. Et selon la direction de la communication de la présidence du Faso, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, va participer à la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire, ce 6 décembre 2018 à Nouakchott en Mauritanie. La première phase de ce programme couvre la période 2019-2021 avec un portefeuille de 40 projets retenus pour un coût total de 1,996 millions d'euros. L'objectif global du programme est de contribuer à assurer le développement et la sécurité dans les pays du G5 Sahel, toujours selon la direction de la communication de la présidence du Faso. Et l'objectif encore spécifique est de procéder à la programmation triennale glissante des priorités définies par les chefs d'État du G5 Sahel dans la stratégie pour le développement de la sécurité. Le programme prend en compte l'inclusion socio-économique des femmes, des filles, des jeunes et à travers l'amélioration de leur statut économique, leur protection et leur accès aux services sociaux de base. Dans l'actualité ce soir, l'exploitation des transports ferroviaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et la société Citaraï est revue à travers une convention qui va durer environ 3 décennies. La nouvelle convention stipule que la Citaraï s'engage sur fonds propres à réhabiliter le réseau ferroviaire Burkina Faso-Côte d'Ivoire avec un investissement de près de 135 milliards pour le Burkina. Les détails avec Urbain Benito Somé et Aruna Maré. L'Assemblée nationale donne ainsi quitus au gouvernement pour ratifier la convention de concession révisée
pour l'exploitation des transports ferroviaires entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la société Citaraï. Une convention tripartite qui offre à Citaraï la gestion du chemin de fer dans ces deux pays pour les 30 ans à venir. 262 milliards seront investis pour réhabiliter donc ce rail-là. Parce que le rail, c'est pour construire l'économie. Il est question de transporter avec des coûts réduits de l'ensemble des matières premières et des produits de grande consommation dans notre pays. Lorsque cette convention de concession révisée a été signée en 2017, elle a été ratifiée côté ivoirien. Il y a eu même le lancement des travaux côté ivoirien. Et on attendait donc la ratification côté burkinabé pour que les travaux puissent véritablement commencer sur le terrain. C'est une plénière d'environ 5 heures d'horloge marquée par des débats contradictoires et une suspension demandée par le groupe parlementaire MPP. Au finish, sur les 110 votants du jour, on enregistre 79 pour, 1 contre et 30 abstentions. L'objectif principal pour les députés de l'opposition, c'était que cette convention-là prenne en compte la réalisation du tronçon du chemin de fer Kaya jusqu'à Tambao afin de faciliter l'évacuation du minerai de ce gisement très important de rang mondial, comme l'a dit le ministre. Deuxièmement, nous ne voyons pas dans cette nouvelle convention la résolution des problèmes des travailleurs. Enfin, il y a des facilités, des très grandes facilités qui sont accordées à Citaraï, notamment l'appurement des dettes que Citaraï a envers l'État burkinabé de 5 milliards CFA. Et ces 5 milliards CFA, on l'autorise à payer ça sur une durée de 15 ans avec un différé de 5 ans. En chiffres, le chemin de fer réhabilité permettra d'assurer le transport annuel de 2 millions de voyageurs et de 2 millions de tonnes de marchandises diverses. À terme, le réseau servira à faciliter le transport de 3 millions de tonnes de manganèse, selon le gouvernement. De son côté, la Banque mondiale au Burkina soutient le gouvernement pour la mise en œuvre de son programme d'urgence dans le domaine des dépenses récurrentes. Une aide sous forme de dons qui va aider le pays dans ses efforts d'amélioration de la sécurité alimentaire, de l'offre de services de base en matière de santé et d'éducation dans les régions du Nord et du Sahel. Le montant du financement est de 55 milliards de francs CFA et c'est ce matin que le ministre en charge de l'économie et des finances a procédé à sa signature en présence de Pascal Canet. Par ces signatures de convention, la Banque mondiale met à la disposition de l'État burkinabé plus de 57 milliards de francs CFA sous forme de dons. De l'argent destiné au financement de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de la santé dans les régions touchées par la crise alimentaire et sécuritaire. La Banque a jugé nécessaire d'apporter cet appui pour que donc ce déséquilibre soit maîtrisé et que les investissements prioritaires, notamment dans les secteurs sociaux, puissent être soutenus. Donc c'est ce que nous avons fait avec ce financement qui va prioriser donc la reconstitution du stock alimentaire de la SONAGES et qui va aussi permettre au ministère de la Santé de continuer à financer la gratuité dans ces régions affectées et enfin au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir continuer à scolariser les enfants des familles déplacées ou des enfants qui n'ont pas pu faire des examens, malheureusement donc dû à l'insécurité. Cette convention, en réalité, il n'y a pas de conditionnalité en tant que telle. C'est que nous devrions nous assurer, parce qu'il y a 4 composantes en réalité au niveau du projet, en fait les secteurs qui vont être financés. Donc le contrôle, c'est de nous assurer effectivement que les différentes lignes qui ont été prévues au niveau du projet seront utilisées conformément à ce que nous venons de signer. Une soirée bien remplie au ministère de l'économie, puisqu'après la Banque mondiale, c'est la République fédérale d'Allemagne qui signe 2 contrats. Le premier contrat s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA et le second à plus de 6 milliards de francs CFA. On considère que le gouvernement de Burkina a une vraie énergie d'améliorer le système budgétaire, de contrôler les risques fiduciaires, l'ambition de lutter contre la corruption, et c'est un appui qu'on veut donner. Le premier accord était un appui budgétaire dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et le second est destiné au financement de la seconde phase du Fonds de développement communal.
Au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, je le disais en titre, le général Gilbert Diendéré est mis face à son histoire politico-militaire de 1983 à 2015. Les avocats des partis civils n'ont pas ménagé le général en le qualifiant d'expérimenté des coups d'État. En 1983, coup d'État donnant naissance à la révolution. 1987, coup d'État contre Thomas Sankara. Les affaires Lengani et Henri Zongo, David Ouedraogo, Norbert Zongo sont revenus sur la table. Sur la base de ces faits historiques, il conclut que le général est le principal auteur du putsch, malgré le refus de celui-ci d'assumer la paternité du coup de force. Le récit de Zoubavier David Abiré et de Draman Guédé. L'histoire politico-militaire du Burkina Faso, convoquée ce matin au procès du putsch de septembre 2015 par les parties prenantes. Pendant près de 2 heures d'horloge, Maître Jean Degli, l'avocat du général Diendéré, présente son client comme un officier exemplaire qui, tout le long de son parcours, a toujours pris fait et cause pour l'intérêt général, contrairement à la hiérarchie militaire qui refuse aujourd'hui d'assumer sa responsabilité dans le putsch de septembre 2015. Et pour corroborer son propos, l'auxiliaire de justice puise un argument dans l'histoire, l'attitude du général lors du putsch de 1983. Selon Maître Degli, lorsque le capitaine Thomas Sankara a été mis aux arrêts par le président Jean-Baptiste Ouedraogo, Gilbert Diendéré, alors sous-lieutenant, avait courageusement dit non et s'est retranché à Pau avant de lancer une offensive sur Ouagadougou avec d'autres officiers. Cette brèche ouverte sera le point d'entrée des avocats des partis civils dans l'interrogatoire du général Gilbert Diendéré. Maître Séraphin Sommet présente le RSP comme une milice à la solde d'un homme, le président Blaise Compaoré. Tant qu'il bénéficiait des enveloppes Papa Merci, il n'y avait pas de problème. Maintenant que ses avantages sont coupés, il se découvre en justicier, évoque des arguments politiques et économiques pour justifier un coup d'État, ajoute l'avocat avant de poser ces questions. Mon général, voulez-vous dire qu'en 10 mois, la transition a fait pire que les 27 ans de règne de Blaise Compaoré? Pourquoi n'avez-vous pas fait un coup d'État lorsque Blaise Compaoré voulait modifier l'article 37? Le général refuse de répondre aux questions. L'assistance Henri. L'avocat enfonce le clou. Vous avez fait votre premier coup d'État à l'âge de 25 ans. Vous avez donc une expérience en la matière. Dites-nous comment fait-on un coup d'État sans qu'il y ait des morts, comme vous le prétendiez dans vos procès-verbaux d'interrogatoire. Silence du général, qui manifeste tout de même quelques gestes de frustration à la barre. Occasion pour Maître Prosper Farama de procéder à un rappel des faits. Mon général, vous oubliez de dire qu'en 1987, il y a eu des événements meurtriers mettant fin à la révolution. Mon général, poursuit l'avocat des partis civils, il y a aussi les événements de Koudougou, les exécutions de Henri Zongo et Boukari Lengani en 1989, David Ouedraogo, de Norbert Zongo, opération Blue Jean au Libéria, la Sierra Leone. Et Maître Prosper Farama de conclure sur ce point que le RSP était au service d'un homme, Blaise Compaoré. Et malgré tout, en 2011, cette entité armée a fait fuir le président du Faso avant de tenter d'imposer sa loi au peuple en prenant en otage la transition. Elle devait être dissoute, s'exclame Maître Farama. Sur la question de sa responsabilité dans le coup d'État, les avocats des partis civils notent que lors de son interrogatoire à la gendarmerie, le général Gilbert Diendéré reconnaissait avoir pris une part active dans le putsch, même s'il se ravise entre-temps. C'est un revirement, constate amèrement les partis civils. L'interrogatoire du général Diendéré se poursuit demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre actualité dans ce journal, les notaires d'Afrique sont en conclave à Ouagadougou pour leur 30e congrès. Débuté ce 3 décembre, la rencontre porte sur comment lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, problématiques et contributions du notaire. Plus de 400 notaires et associés de plus d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique prennent part à ce congrès. Le point avec Jean Zongo et Ini Janine Kambiré. Les notaires. Ces hommes qui empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi sont montés au créneau de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Avec la prolifération des crimes de tout genre, les notaires joignent à leur rôle traditionnel de prévention des conflits, celui de prévention des infractions, jouant ainsi un rôle de police administrative.
pour contrecarrer bien sûr ce fléau, elle a inscrit tout un programme en organisant des colloques, des forums, des rencontres à Cancun, à Madrid, dans tous les pays pour sensibiliser les notaires, d'une part, pour informer, former, mais également les acteurs économiques et aider les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires. La lutte contre les actes barbares perpétrés par les terroristes requiert un engagement constant et nécessite une grande mobilisation de ressources, aussi bien de la part des décideurs politiques que de toute la population. Dans nos sociétés africaines, la plupart des entreprises terroristes sont financées par le truchement d'échanges informels dans le cadre de réseaux parfois difficiles à démanteler. C'est pourquoi les efforts de nos différents États ne pourraient prospérer que par une implication concrète des acteurs qui interviennent dans les différents processus de transaction, qu'il s'agisse des institutions financières ou des autres entreprises et professions non financières. Occasion pour le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, marraine du 30e congrès des notaires, de féliciter l'Union internationale du notariat pour son dynamisme et sa contribution au développement socio-économique des différents pays. Pour construire les infrastructures de l'université Ouagadougou, le gouvernement burkinabé avait procédé à des expropriations de terres dans la commune de Samba. Ce 3 décembre, les membres de la commission chargée de résoudre cette question se sont réunis pour faire le point des travaux d'indemnisation. On fait le point avec Lassina Ouattara et Haruna Mari. Elles étaient inquiètes pour leur sort, ces personnes affectées par le projet de construction de l'université Ouagadougou. C'est pour dissiper les doutes que la commission chargée d'évaluer les indemnisations d'expropriation a initié cette rencontre d'information. Cela pour leur permettre d'avoir les informations justes par rapport à l'évolution et aussi leur présenter justement la feuille de route et attendre également leurs observations. Une assemblée générale qui a permis de présenter étape par étape le déroulement de l'ensemble des opérations. 7 villages situés dans les communes de Samba et Lombila sont concernés par ce projet. La commission rassure, les travaux se feront en toute transparence. Il y a 3 types d'occupants dans la zone. Il y a les propriétaires terriens, les possesseurs, il y a les exploitants. La loi dit que nous passons d'abord par la phase amiable. Nous allons rencontrer tous les propriétaires, tous les acquéreurs, nous allons échanger avec eux pour voir s'ils adhèrent à nos propositions d'indemnisation. S'ils n'adhèrent pas, donc il y a la possibilité qui leur est offerte de demander au juge de préciser le montant de l'indemnisation. Je suis encore plus satisfait du fait qu'ils ont promis de dédommager ceux qui ont des champs touchés par le projet. Si tu cultives un champ depuis 50 à 60 ans et on vient t'exproprier sans rien en retour, c'est mauvais. 1800 hectares doivent être libérés au profit de l'université Ouagadougou. Pour le recasement des personnes affectées, le projet prévoit 364 hectares. Le même exercice d'information va également se tenir à Lumbila. À Fadan Gourmand, dans l'est du Burkina, la Direction générale de la coopération a tenu ce week-end un atelier d'information et de sensibilisation sur l'accord de partenariat de Busan, République de Corée, la coopération décentralisée et le partenariat public-privé au profit des acteurs du développement de la région. La rencontre d'échange a permis aux opérateurs économiques de la région de s'approprier les nouvelles réformes de la coopération décentralisée et le partenariat public-privé. On fait le point avec Mamadi Ouedraogo. Autorités, acteurs de la société civile et opérateurs économiques de la région de l'Est découvrent ici le contenu de l'accord de partenariat de Busan, la coopération décentralisée et le partenariat public-privé PPP. Il s'agit de nouvelles formes de partenariat adoptées par le Burkina en vue d'accroître l'efficacité de la coopération pour un développement durable.
Ces engagements concernent donc tout le pays dans son ensemble, que ce soit donc le partenariat public-privé, que ce soit donc la coopération décentralisée. Ce sont des formes de coopération qui viennent en appoint donc des ressources internes. Il était de bon temps que nous venons donc au niveau régional pour pouvoir donc informer les élus locaux, les collectivités territoriales de toutes ces actions, de tous ces efforts-là qui sont faits au niveau central pour pouvoir donc rendre les ressources extérieures que nous recevons de nos partenaires techniques de développement plus efficaces. Les échanges ont permis aux participants de saisir leur rôle dans la mise en œuvre de ces accords. On a pu aussi savoir comment les partenariats se scellent au niveau bilatéral, au niveau multilatéral et sur le plan national, comment que, effectivement le processus en tout cas d'appui à l'aide publique au développement aussi se fait. Les différentes parties prenantes se sont engagées à respecter ces nouveaux partenariats afin de booster le développement économique et social du pays. Face au terrorisme et à la montée de l'extrémisme violent, il est important que les journalistes soient mieux outillés. Et pour la représentation nationale de l'UNESCO, l'enjeu est de permettre à ces hommes de médias de développer des initiatives sur la collecte et le traitement de l'information à bon escient. C'est pourquoi elle organise depuis ce matin, dans la capitale burkinabé, un atelier, et ce à l'intention d'une trentaine de participants et des experts des médias du Burkina, du Niger, du Sénégal, mais aussi des spécialistes de questions liées à la paix et à la sécurité dans les situations de conflit et d'extrémisme dans la région du Sahel. Estelle Judith Assogba, compte rendu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que parmi les... Le Burkina Faso et le Niger, deux pays frères touchés par des actes ignobles de l'extrémisme violent. Pour lutter contre ce phénomène, l'UNESCO pense qu'il faut l'implication de toutes les parties prenantes. En initiant donc cette session de formation au profit des journalistes de ces deux pays, l'UNESCO entend donc contribuer au développement des médias et renforcer leurs capacités dans la lutte contre le phénomène. Aujourd'hui, l'UNESCO porte haut cette thématique. Pourquoi? Parce qu'elle estime que le développement passe d'abord par une bonne liberté d'expression, une bonne liberté d'exercice de ses droits. Et c'est dans ce sens-là que cet atelier a été organisé, cet atelier sous-régional qui réunit les médias du Burkina Faso et du Niger, parce que nous sommes conscients que ce sont des thématiques que tous ces pays traversent en ce moment et qu'il est nécessaire de renforcer et de faire une synergie d'action pour pouvoir lutter au mieux contre l'extrémisme violent dans la sous-région. C'est une thématique qui tient à cœur le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, en ce sens que notre objectif a toujours été de travailler en synergie avec les médias pour améliorer l'information qui est collectée et diffusée en direction des populations relativement à ce fléau. Deux experts des médias, Eugénie Sow du Sénégal et Cyriaque Paré du Burkina Faso, vont dispenser la formation à la trentaine de participants. L'éthique et la déontologie dans le traitement de l'information en zone de conflit, les aspects sécuritaires, la collecte et le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux sont entre autres les modules qui seront enseignés. Et puis le projet sous-régional d'assistance et de protection des enfants en situation de mobilisation vient d'être lancé au Burkina Faso. Environ 1 milliard de francs CFA pour apporter des services sociaux aux enfants migrants. Un projet financé par le gouvernement britannique à travers l'UNICEF, le Sahel, l'Est et le Centre, mais aussi les hauts bassins et les cascades sont les régions concernées. Olopodar, Asmane Zundi. Un projet pour apporter une réponse à la question de la mobilité des enfants. Ce phénomène qui persiste dans la sous-région ouest africaine nécessite un renforcement du système national de protection des enfants migrants. Et c'est environ 1 milliard de francs CFA que le gouvernement britannique, à travers l'UNICEF, met à la disposition du Burkina Faso pour la fourniture des services innovants de protection des enfants en situation de mobilité. On va tenter de leur faire comprendre que ce vers quoi ils vont n'est plus l'Eldorado, qu'il y a de gros dangers tout au long de la route
Et nous espérons qu'étant bien informés, ces enfants peut-être renonceront pour certains à la migration. Et à ce moment-là, nous pourrons leur permettre, leur faciliter la réintégration dans leur pays et leur famille. Ce projet est en droite ligne avec les actions du gouvernement qui est de protéger les enfants. Et dans la protection des enfants, il y a une composante des enfants en situation de mobilité qui est similaire aux enfants en situation de rue. C'est les termes qui changent, mais ils sont dans les mêmes conditions. Donc ça va venir renforcer le département par rapport à l'objectif, l'indicateur de retirer au moins 50% des enfants en situation de rue. Le projet sous-régional d'assistance et de protection des enfants en situation de mobilité couvre les régions du Sahel, de l'Est, du Centre, des hauts-bassins et des cascades. Son ambition, apporter des services sociaux à au moins 2000 enfants d'ici à 2020. Depuis 2010, il est institué au Burkina Faso une carte d'invalidité pour personnes handicapées. Non seulement son existence n'est pas bien connue, mais aussi sa mise en œuvre se heurte à bien d'obstacles sur le terrain. L'organisation du Pont pour le développement social, en partenariat avec la coordination régionale des associations pour la promotion des personnes handicapées de la région des Hauts-Bassins, ont organisé une conférence de presse, une rencontre avec les journalistes pour évoquer les avantages liés à la détention de cette carte d'invalidité. Normalement, la carte d'invalidité doit ouvrir accès aux services sociaux de base. Amadou Lougué. On estime à près de 170 000 le nombre de personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Mais seuls 3 000 comme Salimata possèdent pour l'instant la carte d'invalidité. Pourtant, une loi de 2010 adoptée par l'État confère aux personnes handicapées détentrices de la carte de nombreux avantages. La détention de la carte d'invalidité permet à la personne handicapée détentrice de jouir de ses droits dans les domaines suivants. La santé, article numéro 5 à 8. L'éducation, article 9 à 15. Les transports, article 16 à 20. Certes, la loi existe, mais son application effective sur le terrain piétine encore. Cette conférence est aussi une interpellation faite aux services compétents de l'État. Aujourd'hui, il y a certains effectivement qui ont la carte d'invalidité, mais pour jouir des avantages liés à cette carte pose problème. Et là, on pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout au niveau de l'État. Le bout du tunnel est encore loin, mais l'organisation du Pont pour le développement social et les différentes associations de lutte pour la promotion des droits des personnes handicapées ne comptent pas baisser les bras. L'objectif recherché, prêcher à tous les niveaux le message, afin d'aboutir à la construction d'une société inclusive au Burkina Faso. Autre grand titre de ce journal, ce cri de cœur. Il faut bien sauver la vieille mosquée de Niamini au secteur 4 de Kambisiri. L'édifice érigé au 19e siècle a subi les effets du temps, mais ce trésor est à l'abandon et il faut bien faire quelque chose. Nongbakouda, Aruna Mare. Construit en 1822, cet édifice est la vieille mosquée de Niamini dans le Bas-Zéga. L'ouvrage est un témoignage historique du génie et de la maîtrise de l'architecture par les peuples de cette partie du pays. Cette mosquée, c'est une vieille mosquée qui fut construite dans les années 1822 par un de nos grands-pères, Naba Toulnéré. Selon l'histoire, à un moment donné, c'est son père Naba Panda qui amène la religion musulmane à Kambisiri. Lieu de spiritualité par excellence, cette vieille mosquée comporte plusieurs niveaux. À l'intérieur du bâtiment, une toiture faite en bois et des piliers épais servent de support. Une dizaine d'ouvertures permettent également d'aérer les lieux. Ce qui fait la particularité de cette mosquée, non seulement c'est l'architecture, c'est un étage, ça a été construit en banco, uniquement en banco et du bois. La mosquée de Niamey, dès que vous rentrez premièrement dans la cour. Et une fois dans la cour, vous pénétrez dans la maison même. Et c'est là-bas le lieu de la prière. Et après maintenant, comme c'est un étage, vous montez un peu en haut. Et c'est là-bas généralement que dans le temps là, les grands se réunissaient en conseil pour prendre certaines décisions. Et après ça, maintenant, vous montez plus en haut et c'est le lieu du muezzin. Le muezzin s'arrêtait là-bas et il criait. Et tout le village entendait. Au moment de la chaleur,
Si vous rentrez, il fait frais. Et au moment de la fraîcheur aussi, si vous rentrez, il fait chaud. Cette vieille mosquée est aussi un cimetière pour les chefs coutumiers de Komissiri, dont certains y reposent à l'entrée. C'est un choix qui a été décidé dans la famille. Tous les chefs de Komissiri sont enterrés à Ningimi ici. Mais l'édifice croule aujourd'hui sous le poids de l'âge, avec des stigmates visibles. En dépit des travaux de colmatage des brèches effectués par la population, la mosquée est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Le constat c'est un peu amer. Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. Et jusqu'à présent, on tente, c'est avec le village. Après la saison hivernale, il y a l'érosion et consorts. On refait le banco, on repasse là-dessus pour l'entretien. Aucun soutien. Ce trésor a donc plus que jamais besoin d'une cure de jouvence, une réhabilitation qui pourrait lui permettre de résister à l'usure du temps et de toujours demeurer un patrimoine culturel à part entière. À l'étranger, le gouvernement français recule devant les gilets jaunes. Le Premier ministre Édouard Philippe confirme en effet un moratoire sur la hausse des prix du carburant, une façon d'apaiser la situation dans l'Hexagone. Le Premier ministre français a annoncé un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant afin d'apaiser la colère des gilets jaunes. Cette suspension sera effective pendant 6 mois, a précisé Édouard Philippe. Le temps pour le gouvernement français d'étudier des mesures d'accompagnement, je cite, justes et efficaces. La hausse des tarifs de l'électricité et du gaz est également suspendue. La majorité a peiné à en convaincre les Français, c'est que nous devons changer quelque chose. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Nos impôts et taxes sont les plus élevés d'Europe. Notre système fiscal est terriblement complexe et il est souvent critiqué parce qu'il serait injuste. Discutons des modifications qu'il faut lui apporter. Ces décisions, d'effet immédiat, doivent ramener l'apaisement et la sérénité dans le pays. Ces annonces d'apaisement du gouvernement français vont-elles mettre un terme au mouvement des Gilets jaunes? Des porte-paroles de la contestation et des partis d'opposition ont immédiatement évoqué des mesures insuffisantes. Ils réclament non pas un moratoire, mais l'annulation pure et simple de la hausse de la taxe sur le carburant. D'autres appellent déjà à des manifestations samedi à Paris et partout en France. Et puis un mot de sport avant de refermer ce journal. Soirée mitigée pour les clubs burkinabés en compétition africaine interclub. Salitas FC s'est qualifié cet après-midi pour les 16e de finale de la Coupe CAF à Conakry, malgré leur défaite sur le score de 3-1 devant le Wakria AC. Et à l'aller, les Burkinabés l'avaient remporté sur le score de 2-0. Par contre, l'AS fonctionnaire de Bobo en Ligue africaine des champions est tombé à Yaoundé au tir au but 5-3 après une égalité parfaite de 3-1 à l'aller et à 3-1 au retour pour le Coton Sport de Garoua. 1 sur 2 donc pour les clubs burkinabés. Et puis ne décrochez pas, ce soir l'émission Dialogue avec le gouvernement reçoit le ministre en charge de la justice sous la direction de Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le ministre René Bagoro répondra aux questions liées à l'indépendance de la justice, mais aussi aux réformes de la justice et à la lutte contre la corruption. Dialogue avec le gouvernement, c'est ce soir à partir de 21h sur la RTB. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.